On a un départ des fameux boomers, des personnes qui sont le plus expérimentées dans l'entreprise, qui vont quitter le monde de l'entreprise Mmh. d'ici 2030. C'est pas loin de plus de 500 000 personnes. C'est colossal. C'est presque une personne active sur 10. Et alors la question c'est, mais qui va remplacer ces personnes qui partent à la retraite? Et donc l'enjeu c'est de pouvoir attirer des nouvelles générations. Or, les nouvelles générations, eh bien, elles ne répondent pas au même code de communication. Le critère numéro 1 pour faire une équipe performante, c'est la Sécurité affective. sécurité psychologique. Psychologique. Exactement. C'est la capacité souvent à pouvoir dire quand on n'est pas OK. C'est aussi la capacité à montrer une forme de vulnérabilité et d'authenticité. Mais c'est aussi de pouvoir se dire les choses quand ça ne va pas. Et ça, c'est difficile. C'est bien en tant que manager de redescendre un feedback, mais c'est bien aussi de l'écouter. Enfin, en tout cas, il faut être prêt à l'écouter si on en donne un, juste pour trouver de la balance. La question d'adaptabilité, elle est au cœur de toute cette question de la progression dans nos métiers, parce que les nouveaux outils comme l'IA viennent changer la donne, les attentes des nouvelles générations aussi. Donc, accepter qu'il va falloir changer les façons de faire, ça va être quelque chose qui peut-être peut être un sujet de culture d'entreprise aussi. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Maxime, bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Romande Insight. Alors, Maxime Lagan, donc tu as fondé ton agence il y a environ 4 ans de ça, qui s'appelle 1, 2, 3 Next Generation, et tu es vraiment spécialisé sur comment réconcilier, le terme n'est pas vraiment le meilleur, mais en tout cas, comment communiquer pour les entreprises de manière à être attractif et à être un bon communicant, autant auprès des jeunes qu'auprès des moins jeunes. Est-ce que c'est juste ? C'est très juste. Merci en tout cas pour l'introduction et pour l'invitation. Je suis honoré d'avoir cet échange avec toi. Et oui, globalement, en fait, il y a un enjeu pour toutes les entreprises de cette fameuse courbe démographique qui est là, qui est structurelle en Suisse, mais pas qu'en Suisse d'ailleurs, en Europe également, où on a un départ des fameux boomers, des personnes qui sont le plus expérimentées dans l'entreprise, qui vont quitter le monde de l'entreprise d'ici 2030. C'est pas loin de plus de 500 000 personnes. C'est colossal. C'est presque une personne active sur 10. Donc ça va toucher le monde privé, le monde public, ça va toucher évidemment tous les métiers. Donc c'est vraiment structurel. Et alors la question c'est, mais qui va remplacer ces personnes qui partent à la retraite? Et donc l'enjeu c'est de pouvoir attirer des nouvelles générations. Or, les nouvelles générations, eh bien, elles ne répondent pas au même code de communication. Donc, il y a un enjeu pour les entreprises d'aller attirer dans des savoir-faire qui, parfois, ne sont pas connus des nouvelles générations, dans des métiers qui sont magnifiques, mais comment on communique sur ces métiers? Comment on va faire pour valoriser ces beaux métiers et attirer les jeunes dans leur prochain job? Alors, on va en parler parce que nous, en plus, on a fait une grande étude là-dessus, sur cette thématique à la fois d'être attractif auprès des jeunes et aussi d'avoir comment valoriser sa marque employeur auprès de ce public-là. Mais peut-être avant, moi, j'aimerais te poser une question à toi, l'entrepreneur, derrière l'agence que tu as montée. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi, tu vois, moi, j'ai choisi les études de marché, c'est ma verticale, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que toi, pour ton agence de com, tu as choisi justement cet axe de te concentrer sur la communication auprès de la relève et de cette jeune génération? Alors, c'est une bonne question. En fait, on pense que de plus en plus, les générations, quelle que soit la génération d'ailleurs, de moins en moins lisent globalement. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent, par exemple, les newsletters, il y a plus grand monde qui lit ça. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est non seulement les jeunes générations répondent à des codes de communication, généralement des messages courts, en vidéo, ils aiment bien la vidéo en effet. Et puis, également des générations plus âgées, plus seniors dans l'entreprise, eux aussi ont changé potentiellement certains modes de communication habituels, leur consommation en fait des médias potentiellement. Et donc, l'idée c'est qu'on s'est dit, est-ce que la vidéo pourrait être un pont intergénérationnel? Est-ce qu'on pourrait, par exemple,
mettre des générations plus seniors et des plus juniors dans une vidéo, par exemple, et faire parler des métiers, de l'innovation par les différents acteurs de la marque, de l'entreprise, quelle que soit leur génération. Alors c'est intéressant ce que tu dis, puisque nous, dans notre vision des études de marché, on travaille beaucoup avec soit des études de segmentation, tu sais connaître ton persona, à qui tu t'adresses, quelle est vraiment la spécificité de ton public cible pour pouvoir vraiment le toucher. Et nos recommandations, elles vont souvent dans la direction qui est de bien identifier à qui vous voulez parler. Et votre public, s'il est large, il va falloir le fragmenter parce que vous ne pouvez pas tenir le même discours auprès justement des jeunes, des actifs et puis des gens, des seniors. Donc là, toi, tu tiens un peu le discours, pas forcément inverse, mais qui dit que s'il y a la possibilité d'avoir une communication qui va être plus transverse et qui va pouvoir toucher ces différents publics-là. Oui, c'est juste. Hein. C'est très juste. Donc, tu utilises pour cela le format vidéo. Toutefois, donc, si je pense par exemple à cette étude que je t'ai partagée et que tu as pu parcourir, on voit que c'est effectivement la vidéo qui leur parle le plus, mais que les formats vont être différents selon que tu es sur TikTok, Insta, et puis ils sont assez peu sur LinkedIn encore aujourd'hui, nos jeunes. Donc, mais on voit en tout cas en fonction des réseaux qu'on n'attend pas la même chose en termes de contenu et en termes de format. Et tu as aussi YouTube qui peut être un canal. Ouais. Et puis c'est vrai que pour LinkedIn, on entend beaucoup plus parler de programmes d'ambassadeurs où tu vas avoir une prise de parole assumée par tes employés, en tout cas encouragée avec tes employés pour pouvoir faire connaître aussi la marque et l'entreprise, et qui potentiellement pourrait rejaillir à terme et apporter des bénéfices positifs auprès des jeunes. Mais les jeunes sont assez peu sur LinkedIn. Donc c'est quoi un petit peu vous, chez 1, 2, 3 Next Generation, votre stratégie pour toucher ces différents publics en tenant compte de ces spécificités des canaux qui sont pas les mêmes? C'est une excellente question. Puis d'ailleurs, le rapport que vous avez fait est très intéressant. J'encourage tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à le lire sur la page de Calinsat, sur la partie attractivité et métier, notamment le zoom que vous avez fait sur la partie apprentissage, donc la formation professionnelle. Et la formation professionnelle est particulièrement touchée par cette question de génération, puisque on voit en fait en Suisse que c'est notre force, c'est une de nos forces en tout cas, c'est une de nos fiertés aussi, ça marche hyper bien. Je rappelle, Guy Parmelin par exemple, pour ne nommer que lui, mais il y en a plein d'autres exemples successful de gens qui ont réussi avec l'apprentissage. Donc c'est une filière qui marche extrêmement bien, qui permet à des jeunes de se développer au niveau professionnel. Et puis vient avec ça la question de comment on attire ces jeunes et ces moins jeunes dans ces métiers-là, sachant qu'effectivement, il faut la relève. Donc la question de le public jeune, comment on l'attire? Alors déjà, ça dépend des objectifs de la communication. Est-ce qu'on va vers un positionnement où on cherche à recruter? Ça, c'est un premier objectif. Si on va vers possiblement recruter, par exemple, la question, c'est recruter dans quel métier? Donc déjà, la question de savoir notre audience, c'est pas la même si c'est un métier X dans les services par exemple, versus l'audience par exemple des gens qui sont dans l'industrie. Ils ont pas les... Donc certes, ils sont tous jeunes, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes modes de consommation des réseaux sociaux. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que, moi j'étais intéressant de voir que dans ton étude, vous avez mentionné le fait qu'effectivement, si on prend par exemple l'apprentissage, il n'y a pas assez de valorisation, donc valoriser les métiers de façon générale est un message positif. Alors, comment on le fait? On peut faire des zooms métiers, par exemple, des interviews. Moi, j'aime bien les interviews, par exemple, duo. On a un jeune ou une jeune qui vient de commencer dans le métier et son formateur ou son manager. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ces regards croisés intergénérationnels sur le métier qui peuvent être un axe intéressant, notamment en lien avec l'attractivité de certains de ces métiers. Ouais. Alors, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites et proposées sur orientation.ch, donc le site plutôt du canton, ou en tout cas le côté plus étatique et plutôt public, qui présentent des métiers, où ils font des immersions aussi sur le terrain. Donc, c'est une première manière d'être exposé à un métier en particulier qui va peut-être favoriser le choix de l'apprentissage. Ce qu'on a pu observer également, puisqu'on a fait cette étude auprès des 16-20 ans, donc on s'est arrêté... au moment où, en général, ils ont tous au moins commencé l'apprentissage, qu'il y en a pas mal qui décrochent aussi en cours de route parce que c'était pas le bon choix, j'étais pas sûre, j'ai pas trouvé de place. Donc il y a pas mal de moments aussi un peu tampons, intermédiaires ou transitionnels. Et à ce moment-là, se pose la question de comment trouver sa voie. Donc il y a évidemment faire des stages, faire des journées d'essai. Donc en gros, qu'ils prennent eux l'initiative d'aller s'exposer à ces métiers dans des contextes de réels. Mais ensuite, il y a l'idée pour les entreprises de dire nous, on est en pénurie en fait, d'apprentis. Souvent, c'est dans des secteurs et des métiers moins attirants. On a fait aussi un hit parade
Dans notre étude, donc, les métiers bancaires ont encore beaucoup de succès et d'attractivité. J'étais un petit peu surprise, mais comme quoi, tu vois, ça reste encore... ça, on est en Suisse aussi, et puis ça reste encore des métiers qui suscitent de l'attractivité. Et puis plus on va vers des métiers très terrain et où on est beaucoup plus dans du physique, donc les infirmières, Ouais. les soins aux personnes, travaux aussi très voilà, bâtiments, etc. Là, on a vraiment quand même une perte d'attractivité aussi Mhm. par rapport à cette typologie de métier-là, Ouais. de par la pénibilité aussi du travail, et puis les salaires, etc. Et donc se pose la question, comment revaloriser aussi ces filières qui ont plus d'enjeux d'attractivité, mais aussi qui auront justement un impact sur... alors tu parlais d'enjeux démographiques, mais on a aussi un impact en termes de besoin de Ouais, main-d'œuvre clairement. en Suisse. Alors moi, il y a 2 axes comme je le vois. En tout cas, il y a le premier, c'est comment tu exprimes en termes de communication, comment tu valorises ces métiers. Donc ça, c'est un premier axe. Puis il y a le deuxième axe, c'est comment tu fais que les jeunes ne perdent pas la voie ou la foi, je devrais dire, dans l'apprentissage et qu'ils s'arrêtent en cours de route. Donc je vais décomposer ma réponse en 2. Premier axe, la partie de comment valoriser. En fait, souvent en Suisse, on est très bon dans le savoir-faire, mais pas toujours très bon dans le faire-savoir. Alors ça, c'est une problématique parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est des métiers qui ont des fois l'image de pénibilité, etc. Or, ces métiers ont bien évolué en des dizaines d'années. Il y a beaucoup de métiers, notamment dans tout ce qui est micromécanique ou mécanique de façon générale, beaucoup plus assistés avec des machines. C'est très robotisé, en fait. Beaucoup de métiers dans l'industrie, notamment. Et donc, il y a ce côté un peu geek qu'on peut retrouver dans un métier où, en fait, on se retrouve avec un bras armé, la robotique, où, en fait, il y a beaucoup de métiers en lien avec le codage de ces machines, l'entretien de ces machines aussi. Donc, montrer que ces métiers, en fait, ils sont pénibles. Il y a un côté pénible, il faut l'assumer, c'est effectivement, on est dans un atelier, il y a quand même un rythme industriel. Cela étant, il y a énormément d'innovation dans ces métiers également, et il y a des opportunités également dans ces métiers. Donc, comment valoriser aussi les carrières, parce qu'il y a des carrières dans ces métiers-là, et ces carrières, eh bien, elles évoluent d'une maison à l'autre, mais il y a de formidables opportunités, sachant qu'effectivement, il y a pénurie. Donc, quand il y a une tension sur le marché, il peut y avoir en plus des accélérations au niveau des carrières malheureusement, des métiers qui avaient un peu l'image un peu négative. Moi, je peux vous dire, il y a des métiers tellement passionnants. On est là et par des gens passionnés. Et il faut juste connaître ces métiers, en fait. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 15 et 17 ans. Et je pense que c'est les salons qui ont été finalement les plus clairs. Ouais. Dans le sens de pratiquement, de se projeter en fait concrètement qu'est-ce que ça pourrait être. Parce que sur les stands, tu peux avoir des écrans qui te projettent justement des vidéos. Tu as des gens qui sont un peu là aussi pour témoigner, pour partager, pour parler de leur quotidien dans l'entreprise. Mais ça ne suffit pas. Et typiquement, dans mes activités, j'ai pu à plusieurs reprises tester l'attractivité d'une marque en tant qu'employeur potentiel. Donc, pas que auprès des jeunes, mais en tout cas auprès de toutes les générations. Et on se rend compte que, donc d'une part, c'est justement soit l'image du secteur d'activité qui va péjorer l'attractivité de la marque employeur au global, et aussi le fait de se dire, mais concrètement, qu'est-ce que je vais vraiment faire au quotidien, donc la nature du travail en lui-même, au jour le jour, et quelle va être l'ambiance de travail. Et comment est-ce qu'on peut incarner ça avec une petite vidéo de 30 secondes qui va être sur les réseaux? C'est une bonne question. Alors, bon, donc globalement, c'est vrai, tu l'as évoqué, les jeunes aiment le concret. Donc plus c'est concret, mieux ça marche. Alors comment on fait en vidéo ? Moi j'aime beaucoup les témoignages. Donc des témoignages de gens qui sont jeunes dans le métier, mais aussi des gens qui sont avec plus d'expérience et qui peuvent parler aussi des carrières dans ce métier. Parce qu'il y a des carrières dans ce métier. La question, c'est souvent, les métiers sont peu connus et les carrières dans ces métiers sont aussi parfois pas toujours valorisées, du moins dans les images ou dans la communication externe. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est effectivement à la fois des interviews, des personnes qui nous parlent du concret. On a toute une méthodologie pour poser des questions qui leur amènent à parler de ce qu'ils aiment dans leur métier, ce qui a fait des succès ou ce qui a été des échecs parfois, parce que c'est aussi intéressant de savoir quels ont été des moments parfois difficiles, mais également la capacité dans son métier à évoluer. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on trouve intéressantes. Et puis, à la fin, l'humain. L'humain, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? Qu'est-ce qui fait que cette entreprise, elle est attachante ? Qu'est-ce qui fait que le matin, on voit ses collègues et il y a quelque chose ? Et donc là, on retrouve la question de la culture d'entreprise, qui est pour moi essentielle. Dans aujourd'hui les jobs, il y a la question de ce qu'on appelle les hard skills, donc les compétences techniques. Et puis, il y a toute la question de l'attitude. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, les processus de recrutement vont de plus en plus vers
la partie attitude. Parce qu'en fait, on sait que quelqu'un, ses compétences techniques, elles sont amenées à évoluer, donc il va falloir les mettre à jour, mais c'est quelque chose encore de facilement organisable, on va dire. Par contre, l'attitude, c'est plus difficile. Donc en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de marques qui vont, sur leur processus de recrutement, avoir facilement 2/3 des questions sur l'attitude. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de faire remonter dans ces vidéos, mais c'est quoi de vivre dans cette entreprise ? Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, on va aller sur les métiers. Donc, on va les voir en action. Donc, c'est ce qu'on appelle des plans de coupe, que tu vois un petit peu. En fait, il faut... En gros, on leur dit, les caméras ne sont pas là, vous oubliez tout ça, et vous faites comme vous faites tous les jours. Et là, on va voir, en fait, concrètement, pour autant que ça soit OK au niveau de ce qu'on peut montrer à l'image, puisqu'il y a des questions de research and development. Mais globalement, la question, c'est, concrètement, c'est quoi ta journée ? Et ça, les jeunes, ils ont besoin de comprendre. Et après, la vraie question, une fois qu'on les a attirés... Comment on va faire pour les retenir et qu'ils aient la capacité de se développer, qu'ils aiment leur job, quoi. Alors, effectivement, ça, c'est un point sur lequel je voulais te faire réagir, puisque nous, on fait beaucoup d'études aussi sur l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on observe, c'est que les jeunes vont déjà être plus sensibles à des critères qu'on va mesurer, qui vont vraiment toucher à la culture d'entreprise, et tu en parlais tout à l'heure, sur l'inclusion, la diversité, la manière aussi d'être onboardés, comment ils vont être intégrés, accueillis, etc. Et puis, on constate que il y a quand même cet effet un petit peu honeymoon period, tu sais, lune de miel, c'est tout magnifique, et j'adore au début quand je suis là. Et en fait, plus tu avances, et vers les 2 ans, après 2 ans d'ancienneté, il y a vraiment un drop qui se fait, où tu perds en engagement, tu perds en satisfaction, et potentiellement tu quittes l'entreprise parce que tu n'as pas trouvé ce qu'on t'a vendu. Enfin, ce qu'on t'a vendu, ou ce qu'on t'a promis, ou en tout cas, ça ne répond pas aux attentes que tu avais par rapport à ce que tu avais projeté, ou est-ce qu'on t'avait communiqué ? Ce que j'entends en tout cas à travers les lignes, c'est la clé, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Alors l'authenticité, ça peut être interprété de différentes manières, mais moi, comment je le vois, c'est qu'il ne faut pas tricher, globalement. Le danger, c'est le corporate bullshit, le fameux corporate bullshit, que les Gen Z ont un pif pour ça, assez développé, je devrais dire, dans le sens où si on leur vend une image qui ne correspond pas à la réalité quand ils rentrent dans l'entreprise, pour plein de raisons que tu as évoquées, il y a le risque qu'ils partent après 6-8 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des options. Le marché étant tendu, ils ont des options. Et puis, ils ne vont pas supporter que ça n'aille pas dans le sens où on leur a vendu, et à juste titre, ils peuvent se poser des questions sur l'alignement. Donc la question pour moi, c'est dans la communication qu'on va faire, c'est toujours de rester aligné avec ce que fait l'entreprise, réellement, les actions qu'elle entreprend. Et plus c'est concret, mieux ça marche. Donc comme je dis toujours, est-ce qu'on peut partager des exemples de choses concrètes sans survendre, parce que justement l'idée ce n'est pas de vendre, et il est montré que l'authenticité, ça peut être aussi de garder les moments un peu de dérapage. Donc nous on a fait un petit truc dans certaines des vidéos, on garde le best-of par exemple à la fin. Pourquoi ? Parce qu'on est tous humains, et puis qu'à la fin cet exercice qu'on fait là, il faut se prendre au sérieux non plus. Ouais, exactement, il est monstre stressant, sauf que, et c'est là où ça devient intéressant d'un point de vue générationnel, beaucoup de générations ont appris que les émotions n'avaient pas de place au travail. Sauf que communication sans émotion, c'est un peu compliqué. Mais c'est une réalité pour beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui cadres. Est-ce qu'on peut montrer de la vulnérabilité ? Il y a une étude de Google, ils voulaient savoir un petit peu, ils avaient beaucoup de données, et ils voulaient savoir qu'est-ce qui rendait des équipes efficaces, par exemple. Ils se sont rendus compte que le critère numéro 1 pour faire une équipe performante, c'est la sécurité affective. Sécurité psychologique. Exactement. Sécurité psychologique. Alors, sécurité psychologique, on peut y mettre plein de définitions derrière. Mais finalement, c'est la capacité souvent à pouvoir dire quand on n'est pas OK. C'est aussi la capacité à montrer une forme de vulnérabilité, d'authenticité. Mais c'est aussi de pouvoir se dire les choses quand ça ne va pas. Et ça, c'est difficile. Et ça, on rentre dans un sujet plus intime, en fait, ou plus difficile, qu'est la communication interne. Comment on forme les managers aujourd'hui à communiquer, même quand ça ne va pas bien ? Parce qu'en fait, quand tout va bien, là, ça va. Tout le monde est bon communicant, tout le monde est bon manager. Par contre, quand ça commence à tanguer un petit peu, quand il y a un peu de la tempête, comment on fait ? Comment on fait pour arriver à passer les messages et faire qu'on soit toujours aligné ? Et puis, il y a des moments où il faut être très transparent. C'est pas possible. Des fois, il y a des moments durs, dans l'entreprise, dans une équipe, dans une relation, et c'est pas nécessairement des facteurs liés à l'entreprise, par ailleurs. On parlait des apprentis qui décrochent, malheureusement, donc c'est, je crois, et
peu près 20% Oui, c'est juste, hein, oui, c'est juste. des jeunes qui malheureusement décrochent au cours de leur apprentissage. Quand on regarde les données un peu plus près, c'est 7 à 8% qui décrochent réellement. Il y en a 13% qui retrouvent en fait une autre formation professionnelle, qui font un changement de carrière, mais qui restent dans la formation professionnelle. Donc, le message positif, c'est que le système marche. Le système marche parce qu'en fait, ils ont eu goût à cette formation professionnelle. Ils ont eu goût à ce système dual, comme on l'appelle, où on va à l'école, on met en pratique et ça marche. Et c'est hyper puissant. Nous, on est passé cette année entreprise formatrice. On a la chance d'avoir accueilli notre premier apprenti qui nous a fait confiance et je le remercie, un apprenti médiamaticien, puisqu'on fait de la vidéo. C'est un des nouveaux métiers, hein, un petit peu du digital. Bon, Berne a trouvé un nom, médiamaticien. Oui, on est d'accord. Je suis pas sûr que ça soit compréhensible par tous. Et même moi, le premier, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est cette drôle de bête? Eh bien, c'est tous les métiers de création de contenu, vidéo, photo, web, même de la gestion de projet. Donc, le cahier des charges est hyper intéressant. Ça répond à un besoin actuel des entreprises, je pense, de plus communiquer à l'interne, à l'externe. Et donc, il y a une filière maintenant professionnelle sur ce sujet-là des médiamaticiens qui est rattachée à ICT. Et donc, si je vous dis ça, c'est que le système marche et il s'adapte plutôt bien aux besoins des entreprises. Malheureusement, il y a encore des personnes qui décrochent, comme par ailleurs, elles peuvent décrocher à l'Uni. Hein. Ce n'est pas un phénomène propre à la formation professionnelle. Et je précise aussi une chose, c'est que malheureusement, ces jeunes... En fait, moi, j'aimerais dire aussi que ces jeunes, ils m'inspirent. Ces jeunes, ils ont du courage. Nom de bleu, est-ce qu'on savait à quel âge, à 15-16 ans, ce qu'on allait faire? Moi, je ne savais pas, hein, franchement. Eh bien, eux, ils ont le courage de commencer dans la vie professionnelle à 15-16 ans. C'est hyper courageux. Hein. Ils découvrent un monde assez violent quand même, hein, assez dur hein, quand on n'a pas fait autre chose. La transition, elle est brutale. C'est hyper brutal. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on mette plus de valeur à tous ces jeunes qui se lancent dans la formation professionnelle, à toutes les entreprises par ailleurs qui font le pari de la formation professionnelle, parce que je peux vous dire, en étant entreprise formatrice, c'est pas simple, il y a quand même quelques charges administratives et il faut du temps, etc. Donc, ça vient pas sans effort de la part de l'employeur non plus. Donc, des deux côtés, il y a un effort joint et c'est magique. Les entreprises qui viennent te mandater et qui ont ce projet de faire de l'acquisition de jeunes talents ou d'améliorer leur marque employeur, c'est quel type d'entreprise? Est-ce que c'est plutôt le secteur public ou... Alors, on a la chance de travailler avec plus de 60 clients dans beaucoup d'industries différentes, donc le secteur de l'immobilier, de la construction, du luxe, de la finance, du service de façon générale, et puis un petit peu d'étatique. Comment recruter des nouveaux profs, par exemple? Les industries, on travaille avec beaucoup d'industriels, où effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a certains métiers qui, par définition, structurellement, actuellement, ont plus d'hommes que de femmes, par exemple. Pour plein de raisons, mais globalement, l'idée, c'est quand même aussi valoriser toutes les filières qui manquent un petit peu d'équilibre, on va dire, dans le genre. Et donc, oui, de mettre aussi en valeur les femmes qui sont dans ces métiers-là. Je prends l'exemple, les métiers d'ingénieur, c'est connu. Il y a plus de mal à avoir, mais même déjà à l'Uni, je veux dire. Oui. C'est un travail qui ne commence pas au niveau de l'employeur, ça commence bien avant. Hein. On l'a vu avec École 42, j'ai eu Christophe Vanière comme invité. Génial, voilà, il nous disait, moi j'avais un objectif d'avoir 25% de femmes, et puis j'en ai péniblement 17%, mais je me bats pour faire augmenter ce pourcentage à chaque rentrée. Et alors, merci de l'évoquer, parce qu'en fait, quand on met les diversités, quand on parle de diversité d'âge, c'est une chose, mais pour moi, la richesse de l'entreprise, c'est sa diversité à plusieurs dimensions. C'est en effet, pour moi, hyper riche d'avoir des gens d'âges différents, mais également d'avoir des hommes, des femmes, d'avoir effectivement des regards croisés qui sont hyper riches pour l'entreprise dans des moments où parfois il faut créer de l'innovation, par exemple, et avoir des idées et pouvoir amener tout ça à bout. Cette richesse, cette diversité en entreprise crée de la valeur pour les clients au final et pour l'interne globalement. À tous les âges, c'est pas une question d'âge, déjà la question d'innovation, on peut innover dans tous les métiers à peu près tous les âges. Donc je dirais qu'au niveau de l'entreprise, un truc qui peut être fait qui est intéressant, c'est le mentorat intergénérationnel. Donc, par exemple, proposer un programme où des personnes qui ont envie de redonner un petit peu de temps au sein même de l'entreprise
peuvent parrainer, si on veut, des nouveaux arrivants, en fait, des nouveaux employés. Et puis ça, c'est hyper riche aussi parce que justement, les nouveaux qui connaissent pas les codes de la maison, qui connaissent pas trop la culture, qui connaissent pas encore le réseau, l'organigramme, tout ça, et quelqu'un qui est pas la ligne directrice, qui n'est pas le manager, arrive avec un regard bienveillant, et quand c'est bien organisé, ça marche hyper bien. Pour moi, le manager aujourd'hui, en fait, malheureusement, les jeunes, avec le Covid, beaucoup de jeunes qui sont en perte de repères. Donc le manager, en fait, il a un petit peu un rôle de guide, en fait. Et quand on commence dans la vie professionnelle, de façon générale, c'est un peu le chaos. On découvre un monde, on a besoin un peu d'être guidé dans ce chemin qui n'est pas toujours évident dans l'entreprise. Donc, moi, je pense que le rôle du manager, il n'a jamais été aussi important, d'accompagner ces nouvelles générations, de faire ce travail qui est valorisé, qui est attendu par les nouvelles générations aussi, de voir un peu ce rôle de mentor, peut-être, un petit peu, non seulement sur le côté technique, mais également d'être ouvert à l'échange. Voilà, ouvert à l'échange, la communication, d'être ouvert aussi peut-être à la critique. Ça pique un peu, mais je suis d'accord avec toi, le feedback, pour moi, la culture du feedback dans les deux sens, c'est hyper important. C'est bien en tant que manager de redescendre un feedback, mais c'est bien aussi de l'écouter. Enfin, en tout cas, il faut être prêt à l'écouter si on en donne un, juste pour trouver de la balance. Donc, développer des actions concrètes pour aider les générations à mieux communiquer de façon générale, être plus performantes ensemble. Donc par exemple, on a donné des formations sur la culture du feedback. Moi, j'aimerais aussi valoriser le rôle de manager. Il n'a jamais été si difficile. Et la pression du haut, c'est un peu le sandwich. En bas, il prend la pression, en haut, il prend la pression. Et puis lui aussi, là, il a des mauvais jours. Ou elle a des mauvais jours. Et très sincèrement, valoriser cette fonction de manager, équiper nos managers avec des outils pour également communiquer en haut, en bas, avec la manière la plus performante et fluide possible, je pense que ça peut faire du sens. Donc oui, en ce sens, trouver des outils, un vocabulaire commun qu'on peut utiliser pour qu'on facilite ces échanges intergénérationnels et que globalement, ça se passe bien. Ok, c'est intéressant. Vous travaillez aussi sur la culture de l'entreprise, oui. La transformation en interne, avec cette posture de leader, de culture du feedback. Et la vidéo qui vient se placer au milieu parce que quid, comment tu expliques en fait, par exemple les actions, donc donner un peu ce qu'on faisait avec une newsletter à l'époque, mais comment on peut communiquer aujourd'hui quand on est CEO d'une boîte avec des centaines, des milliers d'employés et qu'on doit faire vivre ces actions concrètes pour valoriser les gens au sein de l'entreprise. Donc, je pense que la valorisation des compétences et des actions concrètes par les différents services et les différents individus qui composent ces équipes est hyper important. J'entends que quelque part, il faut alors soit avoir des gros budgets quand même de communication pour externaliser toute cette production, parce que donc, quand tu crées ces formats, ces contenus, on va dire, même s'ils sont en image, c'est quand même des contenus, ils sont publiés sur les comptes de tes clients. Comment ça se passe en fait, ce relais, votre rôle, où est-ce qu'il s'arrête, comment garantir une régularité, parce que c'est pas en faisant une action coup de poing sur l'attractivité ou la marque employeur que ça va fonctionner. Pareil pour la com interne, enfin, tu as bien un module de formation qui a un accompagnement à un moment T et qui aura quand même une portée à moyen et long terme. Mais comment tu entretiens ça en étant un acteur externe ? C'est une très bonne question. Donc, moi, je dis, on est toujours des petits artisans. Ceux qui savent le mieux, c'est nos clients. Donc, déjà, comprendre quels sont les objectifs du client, quel est le temps dans lequel il veut implémenter ses actions, quels sont les éléments mesurables. Donc, par exemple, si on parle d'attractivité sur un métier, voilà, quand est-ce que le poste va être disponible, quand est-ce qu'il va être lancé, sur quelle plateforme, pour quel type de métier, parce qu'on sait que les audiences ne sont pas nécessairement les mêmes en fonction de ce qui est l'objectif fixé. Mais globalement, LinkedIn est hyper puissant. Alors ça, en plus, c'est gratuit, c'est à la portée de toutes les PME et toutes les entreprises. Évidemment, le contenu qui vient d'une marque, plus elle est forte, plus il y a d'audience, donc plus il y a de personnes qui suivent cette marque, plus potentiellement son message est amplifié. Mais alors par contre, ce qui est encore plus fort, c'est les profils personnels, parce que les gens généralement préfèrent liker du contenu personnel qui est publié par la personne qu'elle connaît ou qu'il connaît. Et ça, en fait, il y a un capital qui n'est pas encore exploité ou suffisamment exploité, c'est comment on forme ces personnes. Donc on a développé aussi des petites formations, une fois que les gens ont leurs vidéos, ils sont contents aussi de pouvoir les publier. Donc là, il faut pouvoir accompagner, et comme tu le disais, la régularité compte dans tous les réseaux sociaux. Mais LinkedIn a cet avantage, c'est qu'en fait, c'est un réseau, professionnel. Donc, ce qu'on fait sur ce réseau-là parle de métier. Donc, on est sur quelque chose qui amène de la valeur à l'audience. 2, qui est traçable. Donc, en gros, quand on lance une campagne, on peut avoir... Oui, c'est facile d'avoir les métriques. Exactement. Et puis 3, après, la question, c'est comment le faire vivre. Après, on ne peut pas faire les magies non plus. La communication règle certaines choses, mais il y a effectivement des choses de fond. Aujourd'hui, le salaire seul ne suffit plus à attirer et retenir les talents.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on quitte une entreprise pas pour les raisons de salaire, mais pour un manager ou pour... Donc, la réalité, c'est qu'en fait, c'est ça, le vrai sujet derrière, c'est ces questions de, comme tu l'as dit, hein, ambiance au travail, flexibilité. Alors, flexibilité, on peut le voir sous plein d'axes. Remote work, pas remote work, lieu du travail, comment on a aménagé l'espace, intéressant aussi. Comment on alloue les tâches, comment on organise les tâches, ça fait partie de la flexibilité. Quel outil on utilise, comment on travaille ensemble en fait, la répartition du travail. Mais globalement aujourd'hui, je crois que tu as fait un podcast aussi avec le thème de l'IA, hein, si je ne me trompe pas. Et j'invite ceux qui nous regardent à le regarder parce qu'il est hyper riche. Je crois que c'était avec Mathieu, si je me souviens bien. Mathieu Cortési. Et extraordinaire. Donc vraiment bravo parce que c'était un super contenu. Et en fait, c'est ça, c'est le sens de l'histoire. Il va vers la technologie, il va vers les outils. Donc après, aujourd'hui, on a les statistiques du World Economic Forum. Je crois que c'est 89 millions de jobs qui disparaissent, 69 millions qui vont créer. Aujourd'hui, c'est plus un choix. Aujourd'hui, il va falloir être en mode continuel d'apprentissage. Donc après, on accepte ou on n'accepte pas cette donnée. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, la question d'adaptabilité, elle est au cœur de toute cette question de la progression dans nos métiers, parce que les nouveaux outils comme l'IA viennent changer la donne, les attentes des nouvelles générations aussi. Donc accepter qu'il va falloir changer les façons de faire, ça va être quelque chose qui peut être un sujet de culture d'entreprise aussi. Donc quand tu parles de Empower All Generations, tu travailles aussi sur ces aspects-là pour la génération des 50 et plus. Alors, nous, notre mission, c'est vraiment de dire comment on peut les aider déjà à mieux vendre le changement, peut-être, d'un point de vue communication, parce que quels sont les avantages pour cette génération à passer sur une nouvelle technologie, comment on peut faire un projet multigénérationnel, opportunité en fait, on a peut-être des digital natifs dans les nouvelles générations, mais je dirais aussi que chez les générations de 50 ans et plus, on pourrait être surpris, il y a beaucoup de geeks. C'est ce que disait aussi Mathieu Cortési, justement. Ouais. Les résistances ne sont pas forcément chez ceux qu'on imaginerait. Exactement, je pense que c'est ce muscle dont on parlait d'adaptabilité, de volonté, d'envie, d'apprentissage permanent qu'on développe à tous les âges. Pas une question d'âge en fait, l'innovation et le souhait de se former. Je pense vraiment que c'est un muscle qu'on peut entretenir, découvrir et réalimenter à tout moment de sa vie. Tu me parlais aussi en préparant l'entretien que vous aviez développé un SaaS qui était le Netflix de la com, c'est ça ? En fait, on a développé ça pendant une année en partant du principe qu'en fait, de plus en plus des clients nous demandaient en fait des solutions parce qu'en fait, dans certains métiers, je rappelle, ils n'ont pas un ordinateur, les gens. Leur poste de travail, c'est un outil, par exemple, dans le monde de l'industrie, mais dans plein d'autres domaines aussi. Donc, la question, c'est quand tu es une grosse boîte et que tu as des centaines ou des milliers d'employés, comment tu fais pour communiquer à l'interne ? Donc, on a fait ce Netflix de la com interne. On s'est dit, OK, newsletter pas lu. OK, on va remplacer par des vidéos. On va prendre les médias des jeunes et on va le faire court. On va donner des astuces, donc les gens qui peuvent s'enregistrer, mais aussi notre propre catalogue de vidéos, où on va donner des astuces pour les jeunes. Donc, c'est une web app, donc en fait, c'est vraiment accessible depuis le smartphone. Et on peut regarder les nouvelles vidéos, on peut regarder les informations qu'a communiqué l'entreprise. Mais qui y va ? L'idée, c'est que justement, ça soit un média qui soit utilisé par les employés, donc les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les formateurs, les managers, et qu'en réalité, ce média permette, entre autres... Ça vient le Slack interne Alors, ça n'a pas pour vocation d'être une gestion de projet, par exemple, mais ça a pour vocation à vraiment mettre en valeur les actions internes de l'entreprise, mais aussi de permettre des petites astuces pour l'onboard. Donc, on a fait des vidéos qui sont dédiés en fonction de la phase d'arrivée de le collaborateur et de la collaboratrice, parce que les besoins dans les 3 premiers mois, c'est pas les mêmes besoins que quand on a fait 1 an dans l'entreprise. Et en plus de ça, on a couplé ça avec des petits systèmes de SMS en disant « tiens, est-ce que tu as pensé à, par exemple, faire ton timesheet ce week-end, cette semaine ?» Parce qu'on sait, par exemple, que les managers galèrent à avoir un certain nombre de choses administratives qui ne sont pas toujours faites. On a fait des vidéos, par exemple, comment bien t'intégrer dans les 3 premiers mois. On a fait des vidéos, en tant que manager, comment écouter un feedback d'un jeune. En tant que jeune, on a fait une vidéo, comment donner un feedback à ton manager de manière bien construite, etc. Nous, on utilise le Slack, tu vois, dans l'espace de coworking, pas pour la gestion de projet, mais un peu pour tout, que ce soit l'événementiel, la vie du lieu. Et il y a pas mal d'outils collaboratifs aussi qui peuvent être utilisés comme cela. Donc là, la particularité, c'est que toi, tu le personnalises à chaque fois en fonction des besoins de l'entreprise. Tu peux dupliquer à l'infini. C'est ça. En fait, on a notre catalogue vidéo où on a nos astuces qu'on envoie aux jeunes. Et Nora, que je salue, fait son contenu pour les jeunes. Et moi, je fais plus pour le côté manager. Donc ça, c'est le catalogue à disposition que l'entreprise peut prendre. Et c'est plug and play, il prend tout de suite. Et puis, on a l'autre côté, l'entreprise.
c'est une invitation à faire aussi son propre contenu avec ses propres experts pour justement former par les propres experts maison et donc, sur la des question sujets. typique, c'est combien de personnes? Est-ce qu'on est sur une personne sur 5, une personne sur 2 qui y va? Et quel est le taux d'engagement? Parce qu'on est, enfin, je sais pas, dans les entreprises qui te mandatent, mais on est tous quand même sous l'eau. Et c'est le genre de projet qui arrive toujours en bas de la liste. Et il faut avoir de la bande passante pour le faire. Quel est le taux d'engagement pour cette création de contenu côté client aussi? Est-ce que tu as un retour quand même de la réalité de la mise en œuvre, l'implémentation de l'usage de cet outil? Alors, c'est une bonne question. Alors, je vais être complètement transparent. On a développé l'outil est testé actuellement, et il est en phase pilote chez un certain nombre de clients. Donc, on a des feedbacks, C'est tout nouveau, voilà. Okay. mais on n'a pas le recul suffisant pour avoir une statistique encore. Nous, on le voit dans les études de nouveau sur l'engagement collaborateur-collaboratrice avec le personnel de terrain. Nous, on a la possibilité de pouvoir aussi envoyer des sondages par SMS via les numéros de téléphone. Mais parce qu'effectivement, quand tu as les 3 quarts de ton staff qui ne sont pas dans des bureaux derrière un ordinateur, pour les toucher au bon moment, etc., si tu n'as pas des relances, des notifs, etc., c'est effectivement compliqué. Mais donc nous, on est couplé à un système de SMS pour cette raison-là. Donc les nouvelles vidéos sortent, hop, petit SMS. C'est quoi un peu ta vision du travail de demain, à l'échelle, peut-être pas de 10 ans, mais disons dans 5 ans? Comment tu vois un peu les choses évoluer sur la base de ton expérience et de ce que tu observes comme demande venant de tes clients? En fait, ces jeunes qui rentrent dans le marché du travail, ils se posent plein de questions, globalement. Comment l'entreprise peut les aider à évoluer? Comment on peut les former? Comment on peut les impliquer dans la communication aussi? Et moi, je crois qu'on oublie de le dire, mais en fait, les impliquer aussi dans des sujets stratégiques, donc les mêmes nouvelles formes de gouvernance impliquant les nouvelles générations, ça peut être un moyen aussi de réinventer un peu l'entreprise 2.0, avec au milieu, en plus, un manager qui est un peu mieux équipé en coaching, en conseil, et qui écoute, et puis qui implique aussi, et qui demande un avis aux jeunes. Parce que je pense qu'ils arrivent avec plein de bonnes idées et plein de bonnes volontés. Alors pas tous, on est d'accord, c'est pas toujours 100%, mais globalement, impliquer plus les jeunes, et que les jeunes aussi peuvent écouter aussi l'historique, et puis toute la valeur que les personnes ont plus d'expérience, que ça soit un écoute et un échange dans les deux sens, avec donc effectivement cette compétence clé pour moi qui est l'adaptabilité, ce muscle de l'apprentissage permanent qui répond aussi à l'écoute et l'apprentissage qu'on peut faire des autres accessoirement, ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui ont moins d'expérience, cette ouverture à l'échange. Et sur ta vision du développement de tes activités, au sein de ton agence, qu'est-ce qui t'anime toi pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses que tu auras envie de tester, de développer ou de faire davantage? Alors, je trouve génial la question parce que l'innovation a toujours été au cœur de notre stratégie et notre ADN, on va dire. On est parti, c'était une feuille blanche il y a 4 ans. On a développé des services de vidéo, on va jusqu'à même faire des studios connectés maintenant pour nos clients qui ont des besoins intenses de création de contenu. Donc on est carrément en train de donner les outils aux clients pour faire son propre contenu. On va les piloter avec l'opérationnel à distance, donc on est connecté à distance avec notre support, toute la partie technique qui est outsourcée, mais donc les coûts baissent drastiquement pour le client puisqu'il n'y a plus une équipe de tournage qui vient physiquement sur place. Et le client, il nous appelle, il nous dit voilà, j'ai un tournage, hop, on se connecte et c'est parti, quoi. Oui, donc mais ça, il faut quand même bien, là, comme tu vois, le setup, il y a 2 caméras, il y a des lumières. Donc il faut mettre en place un studio. Donc on vend un studio tout équipé avec les caméras, avec... C'est immuable, en fait, ça reste... c'est une pièce qui est dédiée, en fait, comme tu l'as là, en fait, qui pourrait être cette pièce, en fait. Il faut un certain espace où on a le son qui va bien, on a les réglages, donc on livre des studios tout équipés avec caméra, son, light, décor, on va jusqu'à mettre une scénographie et faire carrément des meubles autour. Donc ça, c'est un exemple. C'est des produits qu'on a développés de A à Z sur la base des besoins de nos clients qui nous avaient dit j'ai besoin de vraiment de gros volumes et on ne peut pas tout le temps avoir une équipe qui va sur place. On utilise l'AI dans nos vidéos pour la traduction simultanée, enfin pas simultanée, pardon, de la synclips. Donc une fois qu'on a tourné par exemple en français, on peut réutiliser cette même vidéo et faire passer en anglais sans même que tu aies parlé en anglais. Donc ça te fait parler en anglais. Pour répondre complètement à ta question sur la vision d'ici 5 ans, notre objectif serait de devenir le leader de la communication internationale avec cet ADN un peu, trouver les bons moyens technologiques de créer du contenu pas trop cher, accessible. Et de l'autre côté, toujours des formats où on intervient avec les générations en regard croisé, des formats percutants qui sont courts, dynamiques, sympas, et puis qui rendent l'entreprise fière et les gens qui travaillent dedans aussi. On parlait de mentoring tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration? Si oui, qui, pourquoi? Alors oui, beaucoup. Moi, j'adore apprendre des personnes qui ont déjà des parcours dans ce qu'on fait. Donc oui, il y a des personnes qui m'influencent au niveau, par exemple, Steven Bartlett. J'adore le style
de Steven Bartlett dans le style de communication très authentique. Il est très next-gen dans son style de communication. Donc, il a des millions de followers sur LinkedIn. C'est une sommité dans le domaine de son agence qu'il a vendu depuis, mais il pratique la communication avec vraiment beaucoup d'intensité. Donc, j'adore ce qu'il fait. Je regarde beaucoup ce qu'il fait, par exemple. Mais pour moi, le bon vieux truc de l'humain aussi, de créer un réseau, travailler avec nos clients, écouter nos clients. Pour moi, c'est des partenaires, et puis c'est des personnes qui ont 10-20 ans de plus que moi, potentiellement. Et c'est presque des mentors pour certains des projets où on a eu vraiment beaucoup d'échanges ensemble. C'est un échange hyper riche, en fait. Donc, on apprend des équipes, des clients, des sources externes, mais de l'humain, avec toujours au milieu la communication. Comment on peut mieux s'ouvrir à l'autre, mieux échanger, mieux écouter et faire un produit de qualité. Merci beaucoup Maxime, c'est vrai, on n'arrête jamais d'apprendre. Je te remercie beaucoup pour la qualité de l'échange qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Partagez. Merci pour ton temps, merci pour tous ces insights, ces exemples concrets. Et puis ça nous donne très envie de soigner notre communication, que ce soit à l'interne ou à l'externe, de continuer en tout cas nous chez Egal Insight nos efforts, que ce soit en termes d'attractivité de marque employeur, puisqu'on est en pleine phase de recrutement de notre prochain stagiaire qui n'est pas qu'un stagiaire, qui va vraiment être un membre de l'équipe à part entière. Et puis de continuer aussi à être présent avec ce podcast, ces moments d'échange de gens qui font la Suisse romande, qui bougent et qui ont de l'audace, qui aiment l'innovation, tout comme nous. C'est un vrai moteur aussi au sein de Egal Insight et de l'équipe. Je te remercie pour ton temps et au plaisir de te recroiser lors d'un event sur Genève ou ailleurs. Merci Maxime. Merci à toi.